La République démocratique du Congo entame un virage important pour la survie de la démocratie. 2016 se veut une année de haute sensibilité politique, car vous le savez, le président de la République achève ses mandats en novembre 2016. Et au terme de ces mandats, les Congolais s'attendent à des élections qui seront organisées par l'organe chargé d'organiser les élections dans le pays, la Commission électorale nationale indépendante. Début 2016, le doute plane encore sur la tenue de ces élections dans le pays. Que faire pour rester dans le strict respect de la Constitution en ce moment? Le point de vue de chaque Congolais compte. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir un Congolais qui nous vient de la France. Il vient, lui, apporter sa contribution dans l'avancement du débat. Le débat qui semble actuellement freiner le processus électoral, freiner toute idée de pouvoir continuer en restant dans le respect de la Constitution. Il s'appelle Frédéric Boyenga Bofala, président de l'Union pour la République, mouvement national. Bienvenue sur ce plateau spécial qui sera co-présenté avec Freddy Mulumba du groupe de presse Le Potentiel. Monsieur Freddy Mulumba, c'est à vous. Je donne la primeur de pouvoir poser la première question à monsieur Frédéric Boyenga. Monsieur Frédéric Boyenga Bofala, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un ancien enseignant à l'Université de Lille. Vous êtes juriste, docteur en droit international européen. Qu'est-ce qui vous amène à Kinshasa en ce moment? Vous êtes invité, vous venez vous promener. Pourquoi en ce moment? Parce que vous avez passé beaucoup de temps à l'étranger. Pourquoi à ce moment vous arrivez à Kinshasa? Merci, monsieur Kaboyi. Madame Kishita. Monsieur Kaboyi, je ne suis pas venu au pays en conquérant. Je suis venu en ma simple qualité du fils de la République démocratique du Congo et président de l'UNIR-MN. Et c'est à ce titre que je propose à la nation congolaise tout entière mon plan de sortie de cette crise qui se cristallise. Ce plan qui s'intitule « Comment sortir de l'impasse politique pour relancer et achever le processus démocratique et électoral en RDC ». L'objectif principal de ma présence au Congo, c'est d'expliquer à l'opinion nationale la signification et la portée de mon plan de sortie de crise. Je crois que c'est l'une de mes tâches d'expliquer pour mériter l'adhésion populaire, c'est-à-dire pour convaincre du bien fondé de ma démarche. Comme il s'agit de l'un des premiers actes que j'accomplirai dans ce rôle à l'intérieur des frontières nationales, spirituelles, physiques, géographiques et historiques de notre pays, je suis fier que cela soit ici, avec vous, dans cette immense ville de Kinshasa qui m'a vu grandir. C'est bien le moins que je dois à la République démocratique du Congo, à la RDC d'aujourd'hui, mais aussi au Congo-Zaïre de toujours, que l'histoire, la géographie, la culture ont indissolublement lié à moi. Il y a quelque temps déjà, j'avais promu à la nation congolaise que j'interviendrais. Aussi, je suis venu au pays proposer à la classe politique congolaise et à la nation tout entière un nouveau modus vivendi politique autour du thème de l'intérêt supérieur de la nation. Thème qui devrait nous rassembler tous au-delà de nos clivages idéologiques. On entend ici et là tout le monde parler de l'unité nationale. C'est bien. Mais l'unité nationale, dans le contexte actuel, ne doit pas être un simple slogan qu'on clame. L'unité nationale ne se décrète pas, elle se construit.
Je pense que nous devons la construire autour d'un consensus sur quelques réformes essentielles et nécessaires pour sortir le pays de l'impasse politique, pour relancer et achever les processus démocratiques et électoraux. Ma démarche n'a qu'un seul objectif: sortir le pays de l'impasse. Mon objectif est d'éviter que la RDC ne sombre à nouveau dans les chaos, parce que cette fois, elle ne se relèvera pas. C'est pourquoi j'invite tous les Congolais à une réflexion approfondie sur les conséquences pour notre pays de cette crise qui se cristallise et de l'escalade de la violence. Le degré de malvoyance de certains leaders politiques sur certains enjeux est tel qu'il les empêche d'apercevoir la réalité du danger qui guette notre pays à l'horizon. Et ils soutiennent mordicus l'organisation dans la précipitation inconsidérée des élections dans le respect des délais constitutionnels. Non, nous ne pouvons pas aller aux élections crédibles dans les conditions qui prévalent actuellement dans notre pays. À moins que la RDC ne roule de nouveau vers la catastrophe, seul un accord politique crédible pourrait donc mettre fin à la crise, rétablir la confiance et la paix, relancer et achever les processus démocratiques. C'est pourquoi je demande que l'on prenne tous les problèmes à bras-le-corps et qu'ils soient réglés définitivement pour que l'impasse ne se transforme pas en conflagration. Le plus important, ce n'est pas l'affrontement pour dégager tel ou tel autre, mais notre capacité à apporter des réponses crédibles afin de mettre fin de manière responsable à la crise. Or, les conditions d'un pareil accord étant bien claires et bien connues, il est encore temps d'espérer. Cet accord, à mon sens, aurait pour premier objectif de définir les cadres dans lesquels l'actuel président pourra, à la fin de son mandat, s'inscrire dans les processus continus de refondation nationale initiés depuis 2001, pour enfin éviter que les pays ne plongent à nouveau dans le chaos. Je suis convaincu que l'actuel président a d'autres rôles aussi importants à jouer dans l'avenir. Plus précisément, je suis persuadé qu'avec l'expérience et les acquis de la fonction présidentielle, sa connaissance de certains dossiers très sensibles tels que le Grand Lac, il pourrait jouer un rôle et qu'il vaut donc mieux qu'il joue un rôle favorable, comme je le propose dans le cadre de ces plans. Sans nul doute, une pareille issue n'est pas du tout mûre aujourd'hui, à supposer qu'elle ne le devienne jamais. Mais j'estime nécessaire d'affirmer qu'à mes yeux, il n'en existe aucune autre qui soit consensuelle, sauf à condamner la RDC à des malheurs toujours grandissants. J'affirme que le seul moyen de mettre un terme à cette crise passe par la recherche d'un accord politique sur l'avenir de l'actuel président de la République et de ses successeurs dans la fonction présidentielle, et non par l'escalade de la violence. Seul un accord politique pourrait mettre fin à la crise, rétablir la confiance et la paix, relancer et achever les processus démocratiques en RDC. Pour arriver à cette conclusion, j'ai été amené à faire la synthèse entre ce qui est de l'ordre de l'inquiétude générale sur l'avenir du pays et ce qui est de l'ordre de l'inquiétude sur l'avancement du processus démocratique et électoral. Je ne pense pas que sur une question politique aussi importante que celle de l'avenir de notre pays, qu'il y ait des vainqueurs ou des vaincus. Sur ce point, je suis finalement et sans aucun doute plus admiratif de la réconciliation nationale que de la victoire. Si cette victoire signifie que des morts jonchent le terrain, avec un souci de faire avancer les choses sur la base de quelques notables compromis non nuisibles à la nation congolaise, je souhaite qu'à la fin, tout le monde se retrouve dans un pays en paix. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Notre pays est toujours fragile. Les menaces qui pèsent sur son existence demeurent. Nous devons être nous-mêmes conscients que notre meilleure arme, c'est notre unité. L'unité
de tous nos concitoyens face à toute épreuve. Et par-delà nos divergences, rien ne doit nous diviser, rien ne doit nous séparer. Les questions de révision ou de non-révision constitutionnelle, du rôle à l'avenir de l'actuel président dans la vie politique du pays ne doivent pas nous diviser. Seul compte l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Pour cela, nous devons faire preuve de réalisme, de largeur d'esprit, dans une démarche inclusive bien pesée et sensée, et de la prudence nécessaire. Alors, vous me direz, quelles orientations politiques et quelles sont les réformes à faire pour sortir de l'impasse politique et relancer et achever les processus démocratiques. Tel est, à mon sens, l'objet de notre entretien de ce jour, je pense. Très bien, Monsieur Frédéric Bofaya, nous avons suivi votre introduction, mais en clair, qu'est-ce que les Congolais qui vous suivent en ce moment peuvent retenir de votre arrivée à Kinshasa, puisque ça fait quand même beaucoup de temps que vous n'êtes plus revenu au pays, vous-même et votre parti, pas très connu du grand public, je veux dire des Congolais. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Pourquoi en ce moment venir au Congo? Madame, permettez-moi un peu de répondre sur un aspect de votre question. Si mon parti, bien entendu, n'est pas reconnu, mais qui est un parti légalement installé, c'est parce que je n'ai jamais voulu œuvrer dans la théâtralité. Je ne fais pas la politique pour moi, madame. Je fais pour mon pays. C'est pour cela que je lance un défi à quiconque. Mon parti qui n'est pas connu est le seul parti qui propose des solutions, que ce soit à la communauté internationale ou à la nation, pour son espérance. Que ce soit la crise des Grands Lacs, que ce soit les problèmes institutionnels ou constitutionnels. Je n'ai vu aucun parti qui a proposé comme mon parti. Mais je ne suis pas venu aujourd'hui dans mon pays pour essayer de me poser avec d'autres partis frères au Congo. Mais je suis venu, madame, pour présenter ces plans de sortie des crises. Et vous me direz, qu'est-ce que les Congolais vont retenir? Et je vous réponds. Vous commencez par la question de la révision constitutionnelle, l'article 220, alors que c'est la question qui vise le Congolais. Pourquoi commencer par ça? Monsieur Kaboye, j'ai commencé à donner mon point de vue de juriste sur cette question parce que c'est cette question qui est à la base de l'impasse dans laquelle le pays est aujourd'hui. Tout a commencé par cette question de la révision constitutionnelle, de l'article 220. Je pense que je vais vous donner une réponse en juriste. Pour les juristes qui connaissent les mécanismes du contentieux constitutionnel, il n'existe nulle part le principe de l'immutabilité constitutionnelle absolue. Il n'y a aucune constitution au monde qui ne peut pas faire l'objet d'une révision. Aucune. On peut toujours proposer telle ou telle constitution, peut-être révisée au-delà de tel délai, mais toutes ces déclarations-là, comme les grands juristes de l'époque que j'ai cités dans mon ouvrage, vous disent ce ne sont que des déclarations politiques qui n'engagent pas, par exemple, les constituants de l'avenir. C'est-à-dire, les constituants d'aujourd'hui ne peuvent pas engager les constituants pour l'avenir. L'article 220, c'est vrai, ne concerne pas simplement la durée et le nombre de mandats du président. Ça, ce n'est qu'une stipulation de cet article 220. Vous savez, monsieur Kaboye, en droit, les constituants peuvent abroger l'ensemble de cet article. Abroger l'ensemble, il peut le faire. Ou même, dans la situation actuelle, c'est que je dois vous dire, c'est que réviser cette constitution en droit, rien ne l'interdit. Rien ne l'interdit. Ce qui n'est pas adapté, c'est le contexte politique. Le contexte ne permet pas une telle révision. Mais, si l'autorité de l'État décide aujourd'hui d'aller en force pour réviser une telle disposition, c'est vrai qu'il doit suivre une procédure qui est longue et je dirais même coûteuse. C'est-à-dire, une telle disposition, pour l'abroger, il faut d'abord demander l'autorisation préalable du souverain primaire. Parce qu'il est dit, les nombres et les mandats
du président ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Dans ces cas-là, si l'autorité décide, il doit demander d'obtenir du souverain primaire l'autorisation, d'accord, de réviser. Par un référendum, poser la question à la population. Je vais réviser cette disposition qui est réputée non révisable. Vous me l'accordez ou ne me l'accordez pas? La population, les souverains primaires, répondra par oui ou non. Si les souverains primaires estiment qu'il est possible d'enlever cette interdiction, il répondra par oui. Et s'il répond par oui, il y a un deuxième référendum où les constituants, enfin l'autorité de l'État, proposera maintenant son texte de révision. Mais si le peuple, les souverains primaires, dit non, je ne vous accorde pas cette autorisation préalable, alors l'autorité de l'État ne peut pas toucher à cette disposition. Sauf à modifier l'ensemble de la Constitution, réécrire une Constitution, ça c'est possible, il n'est pas interdit de le faire. Cette difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport au contexte politique. Mais si le contexte le permettait, il a toujours le loisir de le modifier. Oui, mais ça pose un problème. Nous sommes en Afrique. On connaît comment se passe le référendum des élections. La population a toujours des doutes. Qu'est-ce qui prouve que si les pouvoirs décidaient de réviser la Constitution en passant par des référendums, ça sera crédible? La question de la crédibilité, ça c'est une autre chose. Je peux répondre. C'est pour cela que j'invite mes compatriotes. Ne fouillez pas les problèmes. Si aujourd'hui nous mettons en place une bonne gouvernance électorale crédible et transparente, bien suivie, je pense qu'il n'y aura pas de tricherie. C'est parce qu'on laisse... Je vais vous donner un cas d'espèce. Vous savez, la CENI. Normalement, ce n'est pas la CENI de définir la politique électorale du pays. La CENI est là pour les questions techniques de faisabilité de l'élection. Toute élection, c'est l'œuvre de la politique définie par l'État, donc par les gouvernements. Mais ici, parce que vous dites en Afrique, il y a le problème de tricherie, donc les élections ne sont pas crédibles. Mais voilà, c'est pour cela que je suis au Congo, pour essayer, par rapport aux réformes que je préconise, que nous mettons en place une bonne gouvernance électorale qui soit connue de tous, du peuple et de tous les protagonistes et même de la communauté internationale pour éviter qu'il y ait triche ou toute malversation. On peut le faire. On peut le faire. Vous arrivez au Congo au moment où le débat tourne autour de l'organisation ou non d'un dialogue politique. Monsieur Frédéric Boyenga, quel est votre point de vue là-dessus? Je serai contre les dialogues. Je ne viendrai pas ici présenter à la nation ma contribution. Si je le fais, c'est parce que je crois qu'aujourd'hui, un tel dialogue est incontournable. Mais il ne s'agit pas d'un dialogue pour un dialogue, hein, pour aller à l'issue du dialogue faire un gouvernement d'union nationale. Il s'agit de quel dialogue et pour quelle finalité? Justement, j'arrive. Si nous décidons que ce dialogue ait lieu, il faut que nous définissons les cadres, les objectifs, pourquoi nous sommes là. Pourquoi on doit faire un dialogue, quel cadre et quelle est la finalité. Moi, j'ai anticipé. Dans ma tête, il y aura déjà dialogue. Et dialogue, vous verrez, dans ma proposition, je n'appelle même pas ça dialogue, pour changer l'état d'esprit. J'ai dit on doit convoquer un synode politique national. Même le changement de vocabulaire implique pour moi le changement d'état d'esprit. Synode ne veut dire que cheminer ensemble. Allons ensemble, parce que notre maison est en train de brûler. Et je suis d'avis que ce dialogue doit avoir lieu. C'est lui qui vous dit qu'aujourd'hui, à l'état actuel de notre pays, que les élections auront lieu, et je crois qu'il est en train de fourvoyer le peuple congolais. Dans quelle mesure? Les conditions ne sont pas réunies. Expliquez-vous. Prenons les temps nécessaires. Vous savez, madame, nous sommes aujourd'hui au mois Quelles conditions? Les moyens? L'argent à mettre à la disposition de la CENI? Madame, non. Vous savez ça. D'abord, quel est l'objectif du dialogue? Je vous ai rappelé tout à l'heure. Ce qui nous a posé problème, ce qui pose problème jusqu'à aujourd'hui au Congo, c'est l'avenir du chef de l'État. L'avenir politique du chef de l'État. Il ne faut pas aller trop loin, c'est son avenir. Eh bien, trouvons les moyens pour lui permettre
peut-être, comme je l'ai dit, sa continuité dans l'action politique au pays, on peut toujours le faire. Moi, dans ma proposition, je l'ai fait. Je l'ai fait, je propose, là, comme vous l'avez devant vous, la modification de la Constitution. Je l'ai fait pour instituer un nouveau conseil, ce que j'appelle le Suprême Conseil constitutionnel des sages de la République. Est-ce que, selon vous, quand on organise ce dialogue que vous appelez synode, voilà, etc., après ce dialogue, il faut s'attendre à l'organisation des élections cette année en novembre, ou il faut attendre combien de temps pour pouvoir organiser des élections législatives et présidentielles? Non, madame. Vous proposez quel schéma? Non, madame. D'abord, le dialogue va avoir comme objectif de faire quelques modifications pour permettre qu'il y ait une bonne élection. De quel genre? J'arrive. D'abord, je vous ai dit, une première réforme concerne l'avenir de l'actuel président et de tous ses successeurs. Madame, il faut donner un statut fonctionnel aux anciens chefs de l'État et même, comme je le propose là, aux anciens premiers ministres. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon texte? Première réforme, la mise en place d'un suprême conseil constitutionnel qui va exercer les prérogatives dévolues actuellement à la Cour constitutionnelle. Et les présidents, tous les anciens présidents de la République seront membres des droits à vie dans cette institution. Et tous les anciens premiers ministres seront membres des droits, mais pour un mandat de 7 ans non renouvelable. J'ai précisé, le président de cette institution sera bien entendu élu par ses pairs. Mais si parmi ses membres figure un ancien président de la République, il en est président des droits. Il y a d'autres éléments que je ne peux dire ici, qu'il faut d'abord discuter avec les autorités politiques, les partis politiques, pour que nous arrivions à un consensus. Mais je crois que maintenant, nous avons le devoir de rassurer tout le monde. Rassurer tout le monde. Sur cette disposition-là, je sais, on va débattre. Deuxième élément, je propose quand même qu'il y ait un recensement général des populations congolaises, que ce soit à l'étranger ou ici. Une question, un recensement dans ces conditions, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a risque qu'on glisse, comme on dit à Kinshasa? Non. Est-ce qu'il n'y a pas risque qu'il y ait transition politique? Mais, M. Kaboyi, je vous dis, les propositions que je propose là ne peuvent pas être réalisées. Il faut d'abord que nous allions au dialogue. S'il y a ce dialogue, hein, bon, moi je ne suis pas vraiment venu pour le dialogue. Je propose un plan de sortie de crise, mais s'il y a dialogue, je participerai pour mon pays, bien entendu. Vous ne pouvez pas proposer, soutenir le dialogue sans pour autant voilà, y participer. C'est ça que j'ai dit. S'il y a, je participerai. Mais, M. Kaboyi, il faut que nous arrêtons cette méfiance que nous avons entre nous, Congolais. On se méfie de tout. Depuis que nous sommes engagés au processus de démocratisation dans notre pays, je ne parle pas à partir de la conférence souveraine, je parle en 2001 par exemple, avec cette nouvelle constitution. Les Congolais de l'étranger sont toujours considérés comme des citoyens de non-droit. Or, si nous voulons un vrai processus de refondation nationale, il faut que nous arrivions à recenser tous les Congolais, et un tel recensement doit être assorti, sanctionné par la délivrance d'une véritable carte nationale d'identité. Les générales de population congolaise de l'étranger comme les Congolais. Et à partir d'un tel recensement, nous pouvons dresser les listes électorales. Vous savez, on parle ici, oui, l'enrôlement. Vous faites l'enrôlement dans un pays qui n'a jamais fait de recensement. Les gens n'ont même pas une carte d'identité. On ne sait pas qui est qui. Je pense que nous devons prendre aujourd'hui le temps pour réunir tous les Congolais. C'est-à-dire, j'ai dit, réunir les Congolais dans une forme de chaîne d'union nationale. Et cet enrôlement, il faut rassembler les Congolais. Mais pour rassembler les Congolais, il faut les identifier. Pour les identifier, il faut les recenser, madame. Si on le fait, tout le monde prendra part dans ce processus de refondation nationale. Mais si on laisse les autres de côté, ben vous savez ce qui arrive. Prenons le temps nécessaire pour régler tous ces petits problèmes-là. Ce temps nécessaire, combien de temps? Mais approximativement, si vous voulez que j'arrive à donner
le temps que j'estime, il faudrait que je vous parle de toutes les réformes que je propose. J'en ai cité 2. Il y a l'institution d'un suprême conseil constitutionnel. Il y a les problèmes de recensement. Rétablir l'élection présidentielle à 2 tours, madame. Vous savez, à aucun pays, dans aucun pays du monde, un président est élu à la minorité. Nous devons, ça prendra du temps, mais on doit être responsable. Rétablir l'élection présidentielle à 2 tours. Faire un moratoire sur la décentralisation, par exemple. Madame, la décentralisation que nous avons aujourd'hui pose problème. Vous savez, on a aujourd'hui 26 provinces. D'abord, en passant, lorsque j'ai lu la Constitution, je suis profondément éclairé. J'ai dénoncé ça en 2005 lorsque j'ai parlé des incongruités conceptuelles et rédactionnelles. On parlait de la province et les entités décentralisées. Alors, quel est le statut de la province? Et c'est quoi les entités décentralisées? Madame, sans pour autant nier l'existence des provinces, moi je pense que nous devons reprendre les choses. Moi, je propose qu'on clarifie d'abord les compétences entre l'État et les collectivités décentralisées. La décentralisation ne se fait pas sans moyens, il faut des moyens. Mais je propose que, au lieu de laisser cette décentralisation avec des provinces à base ethnique, je souhaiterais qu'on revienne aux régions. C'est-à-dire... Mais le gouvernement nous fait croire que c'est un processus irréversible. Non, il n'y a rien d'irréversible dans la Constitution. La décentralisation ne peut pas être... Il est irréversible, oui, je suis d'accord avec le gouvernement. La décentralisation, oui, mais la forme, non. La forme est là, vous savez, quand on a des petites provinces comme ça, un peu des républicaines, ce n'est pas bon. Il faut que nous ayons l'État comme institution centrale, la région, les provinces et la commune. C'est-à-dire, le transfert des compétences en matière de décentralisation se fera de l'État à la région. Les provinces ne demeureront que les administrations de proximité et de gestion des politiques définies par la région. Nous avons 11 régions, nous avions 11 régions. Dans mon esprit, il faut arriver à en faire 15, des tailles plus ou moins équivalentes. J'ai pris par exemple les 4 grandes régions qui sont les Katonga, l'Équateur, la province orientale et les Bandundu. Ces 4 provinces-là, on peut les diviser en 2 et ça nous fera 4 provinces et au total, on peut avoir 15 régions, pardon, pas des régions, 15 régions décentralisées avec à l'intérieur des provinces qui sont des administrations de proximité, c'est-à-dire être proche des populations, mais en mettant en œuvre la politique régionale. Monsieur Frédéric Boyale, en tout cas, ça c'est les cours que vous donnez du droit administratif ou bien droit... Mais je pense qu'en lisant certaines réformes que vous proposez, vous dites que l'impérieuse nécessité d'une entente cordiale avec les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi, le Sud-Soudan pour une réussite totale du processus démocratique électoral à l'est de la RDC. Mais ce qui pose problème, que le Congo, depuis qu'il est créé comme État, depuis 1885, il y a toujours l'ingérence des pays étrangers. Est-ce que cette fois-ci, en s'entendant avec les pays limitrophes de l'Est, est-ce que la crise sera résolue? Monsieur, il y a 2 choses. Lorsque je propose qu'il y ait cette attente cordiale, c'est parce que depuis octobre 1996, lors du déclenchement de la crise des Grands Lacs, ce sont nos territoires de l'Est qui en pâtissent. C'est là où il y a des mouvements de rébellion. C'est là aussi nous avons eu des conflits avec des pays limitrophes comme l'Ouganda, le Rwanda. Et je pense que si nous voulons d'abord là réussir un vrai processus démocratique et électoral, il faut stabiliser l'Est de la République. L'Est n'est pas stabilisé. Et cette stabilité ne peut être que le fruit d'une bonne politique d'entente avec nos États voisins. C'est pour cela que j'ai toujours souhaité que le Congo prenne l'initiative d'une négociation internationale sur ces sujets. D'ailleurs, moi-même, je l'ai proposé en 2013 et que cette proposition, je ne l'ai pas encore donnée à quiconque,
mais la communauté internationale là. Dans mon objectif, dans mon esprit, c'est quoi? Vous pouvez aujourd'hui engager un recensement à l'Est, en Ituri, dans les Kivu, ou même les Maniema et consorts. Si nous n'avons pas la stabilité dans ces régions-là, si on a toujours des mouvements de rébellion récurrents, croyez-moi que tout sera vicié. Tout sera vicié, on ne peut pas. Le Congo, notre pays, aujourd'hui, c'est un enjeu politique. Il faut qu'il redevienne un acteur politique. Et pour revenir un acteur politique, il doit prendre l'initiative qu'il définisse une politique sous-régionale qui mettrait fin à la crise des Grands Lacs et qui permettrait la région de vivre en paix. C'est pour cela que j'ai proposé une alliance, l'alliance entre la RDC et ses pays voisins. Bien entendu, aujourd'hui, monsieur, si le Congo, la RDC prend une telle initiative, mais une initiative qui doit être conforme avec les principes et les buts de la charte de San Francisco, si nous prenons cette initiative, au lieu de subir, je pense que nous pouvons demander à la communauté internationale de nous accompagner. Ce n'est pas à la communauté internationale de définir une politique régionale à notre place. C'est à nous de proposer. Et la communauté internationale nous accompagner. Moi, je l'ai fait. Je vous donne un exemple. On parle de la crise congolaise. Mais la crise congolaise n'existait pas, monsieur. Vous savez, moi aussi au Congo, bon, on a des petits problèmes politiques. Hein, c'est vrai, c'est pour ça que je parle de l'impasse politique. Mais cette crise qui demande la présence de la MONUSCO ici chez nous, ce n'est plus une crise congolaise, ça n'existait pas. Nous avons aujourd'hui la crise des Grands Lacs. C'est pour cela que j'ai toujours demandé qu'on change le mandat de la MONUSCO, que ça soit plutôt pas une mission des Nations Unies pour le Congo, mais une mission des Nations Unies pour les Grands Lacs. Et en 2013, j'ai déjà proposé, je ne voyais pas pourquoi la MONUSCO était à Kinshasa. La MONUSCO devait aller là où il y a la crise. Par exemple, mettre son siège à Goma, c'est ce qui se fait un peu. Autrement, dans ces plans que j'ai proposés, il y a beaucoup de pactes que nous devons signer, notamment les pactes de renonciation à la guerre comme politique nationale, définir, c'est-à-dire demander l'inscription à l'ordre du jour du Conseil de la fin de la guerre des Grands Lacs. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, ce ne sont que des épisodes d'apaisement. Il est temps, madame. Oui. Allez, je pense qu'il est temps que le Congo retrouve son statut d'acteur de la sous-région. Mais n'oublions pas, à l'époque, nous avons eu la CPGL quand même si ça n'a pas été vraiment bien défini, mais la CPGL a existé, le Congo a joué un rôle. Aujourd'hui, avec nos pays, les pays voisins, nous sommes obligés de définir une politique d'entente cordiale si nous voulons que nos populations à l'Est, si nous voulons que notre Est soit pacifié, alors il faut une paix sous-régionale, ce que j'appelle moi la paix d'or des Grands Lacs. Oui, et comment sortir de l'impasse politique pour lancer et achever le processus démocratique électoral en RDC? C'est votre proposition, mais quelque part là, quelques méthodes pour réaliser les réformes. Il y a des termes qui reviennent souvent, consensualisme éclairé, responsable. Ça signifie quoi parmi les méthodes? Ce que ça veut dire simplement, aujourd'hui, pour arriver d'abord à mettre en place un dialogue, il faut un élan fédérateur. Les autres parleront d'inclusivité. Fédérateur. Il faut que tous les Congolais se sentent impliqués. Mais pour que les Congolais se sentent impliqués, il faut que ces dialogues aient des objectifs précis. Moi, je donne là déjà quelques réformes. Les autres compléteront, bien entendu. D'accord? Mais lorsque je dis consensualisme éclairé, c'est-à-dire nous partirons d'abord d'une démarche de consensualité. Éclairé, c'est-à-dire on doit y mettre de l'intelligence. Laissons l'émotion à côté. Nous sommes émotifs. Et responsable, c'est-à-dire à l'issue d'un tel dialogue, de ces synodes, les engagements que nous allons prendre doivent avoir un effet direct et à effet erga omnes. C'est-à-dire, ça doit s'appliquer à tout le monde. Et celui qui ne les respecte pas, à ce moment-là, la nation se met contre lui en utilisant tous les moyens qu'il faut. Mais il faut que nous donnons la chance à la paix à notre pays. Monsieur Kaboy, laissez-moi un peu aller dans mes aises. Vous savez, depuis 60 même, je dirais, il nous est arrivé des fois où Kinshasa ne gouvernait même presque plus l'entièreté du territoire national. Il y a eu des moments où le pays a été occupé.
Pas qu'en 98 là, non, même avant, à l'époque des Adoula et consorts. La chance que nous avons toujours eue, c'est que la ville de Kinshasa a toujours été épargnée. Ce siège du pouvoir qui est spirituel, tout ça, a toujours été épargné. Les crises, c'est à l'est, c'est dans des provinces, et à chaque fois, la capitale s'organisait pour mettre fin aux crises et pour récupérer, par exemple, nos territoires occupés. Je suis venu à Kinshasa après 23 ans. Cette ville immense que j'ai trouvée là, en cas de conflit, s'il y a une conflagration aujourd'hui, si Kinshasa est aujourd'hui se retrouve dans une situation de conflagration, alors croyez-moi, l'éclatement de la République se fera. Vous voulez dire la balkanisation? C'est un mot. Je préfère rassembler les hommes que de mettre les mots sur des choses. Mais le pays éclatera parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus un pouvoir central qui essaiera de régler les problèmes ici ou là. Donc évitons que Kinshasa connaisse une telle situation. Et pour cela, j'évoque ce consensualisme. C'est la méthode consensuelle, éclairée, donc l'intelligence responsable, que ça nous engage. Tout le monde, chacun y perdra quelque chose, chacun y gagnera dans l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, il existe deux camps, des anti et deux pro-dialogue. Monsieur Frédéric Boyenga, qu'est-ce que vous proposez à la majorité présidentielle? Le chef de l'État a annoncé la tenue d'un dialogue en RDC. Il existe des anti-dialogues. Qu'est-ce que la majorité présidentielle doit faire à ce stade pour ramener ces partis de opposition qui hésitent encore à pouvoir adhérer à l'idée de la tenue d'un dialogue en RDC? Madame, vous voyez la difficulté que nous avons aujourd'hui, comme vous venez de le soulever, nous avons des camps. Il y a les gouvernements qui est pour le dialogue et les autres ne sont pas pour le dialogue. Mais vous savez, vous ne me connaissez peut-être pas, mais ceux qui me connaissent, ils savent que depuis quelque temps, j'ai lancé cette idée de dialogue et j'ai eu quelques rencontres des décideurs nationaux dans l'opposition et autres que j'ai soumis les pré-projets pour qu'il y ait un dialogue. Vous savez, aujourd'hui, quelque chose qui sortira du côté du pouvoir est toujours mal considéré. Je peux comprendre. Ce que je reproche aussi à l'opposition, c'est que, bon, on peut bien dire, je ne vais pas au dialogue, mais il faut simplement penser à l'intérêt général du pays. Parce que si nous sommes dans cette... Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à nous entendre, croyez-moi, cette situation va nous amener à l'affrontement. Et à cet affrontement-là, nous perdrons le pays. Et à cet affrontement, personne ne récupérera les pouvoirs. Pour ne plus parler du dialogue, il faut d'abord que nous allions dans ce dialogue, que nous discutons, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays, qu'est-ce que le gouvernement ou la majorité présidentielle propose, et qu'est-ce que même dans l'opposition, il y en a aussi qui sont pour le dialogue propose. Avec ou sans médiation? Non, madame, c'est ça mon problème. Non. Madame, je suis fils de la République démocratique du Congo. Lorsque je viens ça, vous savez, j'ai aussi l'ambition présidentielle pour le dire. Mais j'ai mis cette ambition-là de côté. Ces pays, j'ai vécu dans ces pays, madame. Je vais vous raconter. J'avais 10 ans, j'ai défilé ici au boulevard du 30 juin avec quelques amis qui sont encore ici. C'était une fierté pour moi de défiler pour mon pays, 10e anniversaire. Je ne peux pas accepter aujourd'hui de voir ces pays qui est le mien mourir à cause de nos ambitions personnelles. Moi, j'étais mon ambition pour la suite. Aujourd'hui, je n'ai qu'un objectif, sortir le pays de l'impasse. Et qu'est-ce que je vais faire? Je suis là, ces plans, je vais les soumettre à la majorité présidentielle, au président de la République, et à l'opposition, et à tout le monde. Je ne suis pas contre les efforts que font les Nations Unies en nous proposant des médiations. Mais madame, je vous regarde droit dans les yeux. Vous ne pensez quand même pas que c'est infantilisant? Est-ce que nous sommes, nous, incapables de se dire entre nous que nous pouvons faciliter notre dialogue nous-mêmes? Parce que, vous savez, les facilitateurs jusque-là, ils rencontrent des difficultés. Parce que vous facilitez quoi lorsqu'on n'a pas un objectif précis d'un dialogue? Les gens vont parler de quoi? Moi, je pense que nous pouvons, sans dire
Quand il y a facilitateur, c'est que les Nations Unies estiment que bon, nous sommes peut-être incapables de nous entendre. Mais moi, je vais essayer de m'y employer le temps que je suis ici pour essayer de me faire entendre auprès de mes compatriotes qui sont réticents au dialogue et aussi au gouvernement pour que nous arrivions à nous entendre pour parler entre nous. Sans médiation internationale, l'UDPS ne participera pas au dialogue. Non, mais madame, vous savez, la médiation internationale, je ne suis pas contre, mais elle va apporter quoi si nous-mêmes nous faisons la médiation? Est-ce qu'elle nous apporte un texte de réforme qui soit nécessaire pour la relance et l'achèvement du processus, ou il va simplement essayer de dire « Ah oui, les Congolais, mettez-vous ensemble pour discuter ». On va discuter de quoi? La question, c'est ça. Si la médiation vient et dit « Voilà, pour sortir de la crise », parce que c'est ça la question, il faut revenir. On a aujourd'hui la question de l'avenir du président de la République et de l'avenir... Le président de la République lui-même, lorsqu'il a fait son discours pour annoncer le dialogue national, a énuméré les points qui feront l'objet de cette discussion. Oui, nous notamment aussi, la sécurisation des élections, le financement. Mais voilà, c'est ce que moi j'aime. Et là, il a apporté ses propositions. Moi, j'apporte les miens, comme les autres vont apporter les miens. Et on s'assoit, on discute l'intérêt de la nation que je vous ai évoqué tout à l'heure. Entre autres propositions que vous apportez, oui, c'est la formation d'un gouvernement de salut public pour piloter les réformes. Oui. Si les réformes... Ce gouvernement sera formé à l'issue du dialogue. Mais bien entendu, madame. Mais là, il y a un problème, parce que quand on voit notre histoire, oui, très souvent, on fait le gouvernement national, le salut public, il y en a dans le vocabulaire. Oui, non, monsieur. Chez nous, mais les drames, on a l'impression que les élites congolaises ne sont pas conscientes du danger. Et quand on parle gouvernement, cela signifie manger. Ben voilà. Est-ce que vous ne donnez pas encore le temps, la chance aux mangeurs pour manger? Mais monsieur, lorsque vous avez lu, j'ai bien dit, un gouvernement resserré. Pour que mes compatriotes entendent, qu'ils comprennent. Resserré, c'est-à-dire? J'arrive, madame, pour que mes compatriotes l'entendent bien, je vais même les lire pour qu'ils comprennent. Qu'est-ce que j'ai dit concernant les gouvernements de salut public? Ces gouvernements de salut public, je l'ai dit, doit être mis en place avec le concours actif des nouveaux acteurs dans ces processus. Il s'agira d'hommes lucides, qui rien n'aveugle et qui n'ont rien de dogmatique, des hommes dont l'action a la chance d'avoir une résonance certaine auprès des Congolais, des hommes non conflictuels capables de rassurer tout le monde et de convaincre l'opinion tant nationale qu'internationale du bien fondé des mesures proposées. Des hommes en mesure de mettre en œuvre les impulsions nécessaires à la continuité de l'État. Pour ce faire, ils doivent avoir la capacité d'expliquer, pour impliquer, pour obtenir. Voilà. Donc, et je l'ai dit bien, c'est vrai que ça doit être un gouvernement techniquement capable de mener à temps les réformes nécessaires et politiquement en mesure d'assurer la cohésion nationale. Et je l'ai dit, un gouvernement qui assumera la présidence du pays pendant ce gouvernement. Madame, un gouvernement qui ne dépassera pas 20 ministères, parce que c'est un gouvernement qui a une mission précise, sortir les pays de l'impasse. C'est tout. C'est-à-dire que c'est ça sa mission, sortir les pays de l'ornière. Lorsque nous sortons de ça, nous avons mis en place un plan pour les élections, les recensements et consorts. À l'issue de ça, nous faisons des élections dans un climat apaisé, madame. Mais il ne s'agit pas, oui, d'avoir... Et j'ai bien dit, ce n'est pas un gouvernement... Madame, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale parce que le Congo n'est pas en guerre. Ce n'est même pas un gouvernement de cohabitation parce que pour qu'il y ait cohabitation, il faut qu'il y ait élection. C'est les peuples qui opposent un président avec eux. Voilà. Ce n'est même pas... Monsieur le Président, Boyenga Bofale, est-ce qu'on ne peut pas vous accuser de travailler pour la transition? Monsieur, ça saute aux yeux. Nous ne pouvons pas ne pas faire une transition là. Celui qui vous dit ça a menti. Vous faites quoi? Dites-moi un peu. Aujourd'hui, on est en train de gouverner à U et à Dia. Le gouvernement est dans sa position, il campe. Une partie de l'opposition campe. Vous voulez quoi? La conflagration? Nous ne pouvons que cheminer ensemble en prenant un petit temps pour mettre ces réformes. Messieurs, je préfère un tel petit sacrifice à un sacrifice plus grand. Vous savez, dans ces pays,
nous avons perdu beaucoup de nôtres. Le sang a beaucoup coulé dans ce pays. Oublions un peu nos ambitions. Pensons, vous savez, j'ai sillonné Kinshasa depuis que je suis venu. J'ai pris un peu la mesure. Oui, j'aime ces pays et je ne peux plus accepter de voir des morts au Congo. Et pour cela, nous devons parler. Pensons un peu, M. Kaboyi, de tous nos parents qui luttaient simplement pour une cause dont ils n'ont jamais bénéficié des fruits. Nous avons hérité de quelque chose. Oublions un peu de temps en temps nos ambitions personnelles. Vous savez, quand j'entends tout le monde là, élection, 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 tout le monde est sur les starting blocks. Mais bon, je ne connais pas aussi, je ne suis pas contre. C'est une ambition légitime, d'accord? Mais les conditions ne s'y prêtent pas. Et je l'ai dit même, vous savez, l'alternance fait partie de la nature. La mort, la vie, le jour et la nuit, ça, c'est l'alternance. Personne n'y échappera. Mais simplement, nous devons faire les choses en rassurant tout le monde. Vous savez, si Kinshasa aujourd'hui tombe dans la conflagration, ça n'est fini de la RDC. Ça n'est fini, le pays est fragile. Kinshasa risquerait, ce que j'ai vu là, je pense que Mogadiscio sera un paradis. Évitons ça si nous pouvons, évitons. Mettez un peu nos ambitions à côté. Moi, vous savez, moi aussi j'ai cette ambition-là. J'ai l'ambition, mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas d'actualité. On doit d'abord résoudre les problèmes. Lorsqu'on mettra en place une bonne gouvernance, vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? S'il y a élection aujourd'hui, il y aura toujours des gens qui vont vous dire « Ah, on a triché. On a triché. Ah oui, c'est pas lui qui a gagné. » On a vu, hein. 2 fois nous avons fait des élections, ça a été des élections houleuses. Je pense que vous le savez. Évitons ça cette fois. L'élection est là pour essayer de résoudre des problèmes politiques. Mais si ça va encore nous amener des difficultés, parce que nous sommes dans la difficulté, je m'y oppose. Monsieur. Je préfère que nous prenions les temps nécessaires. Vous parlez de glissement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense que nous devons demander une période de sui generis avec des objectifs précis, un temps limité pour permettre à ce que la République respire. Monsieur Frédéric Boyenga, on a pratiquement terminé cet entretien. Peut-être les 2 petites dernières questions. On vous connaissait radical. Quelques années après, vous mettez, moi je veux dire, beaucoup d'eau dans votre verre. Qu'est-ce qui s'est passé pour obtenir ou en arriver à ce changement radical de votre part? Du radicalisme modéré aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? M. Chuntois m'avait même dit, avez-vous peur? Avez-vous peur de mourir? Vous savez, il m'avait dit ça. Et je lui ai répondu, non, ce n'est pas mourir qui fait peur, mais ne plus vivre. Lorsqu'on sent qu'on est dépositaire d'une mission sacrée pour son pays. Si je savais ce qui se passait de l'autre côté du rideau, je n'aurais pas peur. Mais l'inconnu, c'est quelque chose de grave. Aujourd'hui, vous dites, je ne suis pas dans la radicalité, je ne suis plus dans la radicalité. Mais madame, ma radicalité était éclairée. Je suis quand même le seul, si vous lisez là, qui ne fait que produire pour son pays. Moi, je ne fais pas la politique du verbiage, la théâtralité, j'en fais pas, je suis incapable. C'est pour ça que des fois je fuis même. Moi, je suis l'homme des dossiers. Je propose, j'analyse la situation, je le fais. Vous savez, j'ai 55 ans aujourd'hui. Le temps a passé. Je me suis peut-être bonifié. Je me dis, les peu de temps qui me reste à vivre, je peux les consacrer à mon pays. Je veux que tous les Congolais pensent à l'avenir du pays. La radicalité, ça nous amène à quoi? Ça va amener à ce qu'il y ait une conflagration ici. Je préfère que vous me traitez de cette personne qui est devenue mou, mais qui est stricte, ferme dans ses prises de position. J'ai dit qu'on ne peut pas faire des élections cette année, à moins de chercher vraiment un conflit sérieux. Et ça, je m'adresse à tout le monde. Beaucoup d'années passées à l'étranger, est-ce que vous n'êtes pas déconnecté des vraies réalités du pays? Madame, lorsque le président Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa, il a passé beaucoup de temps à l'extérieur. Même lorsque notre actuel président, il était aussi un peu à l'extérieur, il n'était pas dans la capitale. Aujourd'hui, le monde n'a plus de frontières. Ce qui se passe à Kinshasa, je le suis chez moi à la seconde même. Donc, je ne pense pas que, d'autant plus que je suis toujours
à l'actualité, ce que je propose, et même ça répond aux vrais problèmes du pays. Et puis je vous dis, bon, je viens toujours un peu en Afrique, je viens à Brazzaville, bon, donc Brazza, Kinshasa, ben, ce qui se passe ici, se passe là-bas, je connais. Donc non, ça ne m'effraie pas, parce que je suis quelqu'un de préparé, rien ne m'effraie là-dessus. Merci beaucoup à Freddy Mulumba d'avoir co-présenté cette émission avec moi. Monsieur Freddy Boyenga, je vais vous demander de conclure. Que retenir de cet entretien? Peut-être un message à la population congolaise qui vous suit en ce moment et aussi aux autorités du pays. Écoute, madame, d'abord aux autorités du pays, comme vous m'avez dit, je demande à tout le monde un peu de mettre, comme on l'a dit, un peu de l'eau dans son vin. Que nous nous écoutons les uns les autres. Personne n'a la solution et comme ça seul. Il faut que nous parlions. Il faut que nous parlons pour éviter. Vous savez, nous avons déjà vécu à Kinshasa beaucoup de désagréments, quelques petites tragédies, on doit éviter. Nous devons nous réconcilier. Nous réconcilier pour un objectif, sauvegarder l'intégrité de ces pays que nos parents nous ont légués. Nous devons parler. J'adresse même ces messages à l'actuel chef de l'État. On est chef de l'État, on écoute son peuple. C'est vrai, les colibés ne manquent pas. Mais il faut qu'ils prennent la mesure des choses, qu'ils écoutent aussi l'opposition. L'opposition aussi, il ne faut pas oublier que bon, vous avez élu un président qui a encore son mandat, qui n'est pas fini. Mais nous allons vers une crise là, il faut que nous arrivions à parler. Et à la population congolaise, ce qui me touche le plus. Vous savez, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. La situation dans le monde est très difficile. Ici, j'ai encore ma famille, toute ma famille est là. Je vois les difficultés dans lesquelles les gens vivent. Mais vous imaginez s'il faut ajouter les difficultés de la vie quotidienne avec la violence ou cette conflagration, je pense que on ne s'en sortira pas. Je demande à la population congolaise de méditer sur ce qu'elle veut pour l'avenir. Il faut qu'elle écoute. Il faut qu'elle écoute les messages qui peuvent être censés, un message d'espérance. C'est message fraternel, c'est pour cela. Lorsque j'ai commencé mon ouvrage, si vous me permettez, j'ai fait référence au dernier message du pape, François. Le pape a ouvert en cette année 2016 la porte sainte de la miséricorde. Nous sommes donc symboliquement invités à cheminer ensemble dans la voie constructive du pardon. Le pardon qui rapproche, apaise, guérit et renforce les liens entre les hommes. Concrètement, pour nous Congolais, ce thème de la miséricorde nous renvoie donc à celui de la réconciliation nationale. Cette année 2016 est celle qui doit conduire l'ensemble des filles et des fils de la RDC à dépasser les divisions, les antagonismes qui ont mené à la crise et s'engager ensemble dans la voie de son règlement apaisé afin que le processus de démocratisation se relance et s'achève. Mais la miséricorde ne va pas sans rigueur et sans responsabilité. Pour réussir la réconciliation nationale, il faut, au-delà des élans du cœur ou des simples postures, que les responsables politiques s'engagent clairement en ce sens envers la nation et qu'ils agissent à son égard de manière responsable à la seule lumière de l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité, M. Kaboyi, Mme Kitchita. Monsieur Frédéric Boyenga Boufala, c'est à nous de vous remercier. Un grand merci à Freddy Mulumba, avec qui nous avons présenté cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau spécial le président de l'Union pour la République, Mouvement National, Frédéric Boyenga Boufala. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur vos différentes chaînes de télévision, avec l'espoir de vous retrouver la prochaine fois sur les mêmes chaînes de télévision. Mesdames et messieurs, très bonne suite des programmes à tous et à très bientôt.